franchement, ça fait très plaisir de le revoir parce que c'est toujours un régal en fait. Carrément. Tu l'as découvert quand toi, ce clip? Bah écoute, c'était quand j'étais petit. Encore une fois, c'est un truc de. Sur YouTube déjà ou c'était y avait... Bah oui, possiblement YouTube, hein, mais c'était quand même. Je suis pas aussi vieux que ça quand même, mais. C'est pas les années 80 encore. Mais... Non, en fait, moi, l'histoire est c'est assez propre à ma famille puisque ma mère est artiste, donc forcément un clip comme celui-là, on va y revenir, hein, tu vois, sur la technique tout ça, mais en fait, c'est un clip qui naturellement lui tenait à cœur. Parce que c'est une prouesse technique. Ouais, c'est encore ta mère, ta famille qui t'a découvert. Ouais, j'en dis pas plus sur les prouesses, tu vois, parce que voilà, mais c'est sûr que quand on a un clip qui a une telle identité visuelle, une telle créativité, ma mère elle était là, attendez les enfants, vous avez l'âge de voir ce genre de choses-là, en même temps que Thriller la dernière fois, sauf que Thriller c'était terrifiant. Oui, là c'est juste c'est mythique. C'est juste mythique, à l'image de ce magnifique fond vert que nous avons maintenant, voilà, et c'est mythique. Mais parle-nous de ce... Bien sûr. J'adore. Bien sûr, évidemment. Là, on a un décor qui est à l'image de ce fabuleux clip. Forcément, on aura tous vu la référence à Take On Me directement. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, à tout moment, tu as plein de trucs qui passent devant toi. Tu vois, là maintenant, il y a un truc qui passe devant toi, tu sais pas ce que c'est. Découverte au montage, tu verras ce que c'est. T'es malin, Théo. Ça peut être n'importe quoi. T'es malin. Bref, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert le clip, à travers le regard passionné de ma mère. Et évidemment, moi, depuis petit, ça me suit parce que j'ai toujours été fasciné par la manière dont ça a été fait. Donc voilà. Je suis heureux maintenant d'en parler. Ça fait très plaisir. Puis bon, de toute façon, là, on est à nouveau dans les années 80, puisque la dernière fois, on avait parlé de Thriller pour commencer. Là, on est en 85. Alors, ça fait pas partie, je sais pas comment tu le ressens toi, moi, ça fait pas partie non plus de mes groupes préférés. Je dirais que c'est quand même Take On Me, c'est leur tube le plus connu. Oui. C'est aussi un clip qui a dépassé le milliard de vues sur YouTube, qui est mythique et tout ce qu'on voudra. Mais c'est quand même le symbole d'une époque. 85, on est en plein milieu des années 80 et là on a avec Take On Me aussi le sommet d'une certaine manière de la new wave et de la synth pop avec ces synthés, cet énorme synthé dans le bridge là, mais qui font très plaisir et puis c'est tellement mythique que ça passe encore en soirée. C'est une musique que tout le monde reconnaît, mais même le clip dont on a parlé de toute façon longuement ici, c'est aussi le symbole d'une époque. De toute façon, l'héritage, on en parlera tout à la fin de l'émission. Il y a tout un truc à dire sur tout ce qu'a donné ce clip-là à notre génération. On verra ça plus tard. On le tease un peu parce que évidemment qu'on va parler de ça. C'est pour ça qu'on fait un jour un clip, cette émission. Mais en tout cas, oui, c'est un clip mythique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas la première version. Ce clip, c'est pas la première version du clip qui a été fait pour la musique, puisque il commence à peine. C'est difficile à dire. Redis-le. C'est leur premier album, Hunting High and Low, en 85, où ils ont dû l'enregistrer l'année précédente. Leur tout premier album et leur premier tube d'une certaine manière, mais ce clip-là c'était pas déjà un tube quand ils l'ont sorti, puisqu'ils ont fait une première version qui était un peu plus kitsch. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait vu. Oui, on l'avait vu effectivement. Et en fait, ça a été un peu, ça marquait carrément ce qui se faisait à l'époque. En fait, il y a un regard qui est différent parce que maintenant, on en parlera plus tard pour tout ce qui est narration dans les vidéoclips. Mais à l'époque, c'était juste un clip qui imageait tout simplement qui imageait les artistes avec leur coupe de cheveux de l'époque. Leur synthé, le truc un peu kitsch avec beaucoup de... Ça pour le coup, moi je suis toujours fan, mais c'est les split screens. Les split screens, ça a marqué. Ça c'est le présent clip avant celui-là. Et alors pour relancer justement déjà leur titre et même leur album, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent à Steve Barron. Ou Steve Barron, je sais pas comment on dit. Moi, je suis plus dans l'école Steve Barron. On va dire Steve Barron parce que quand même c'est à l'anglaise, mais Steve Barron qui est pour moi le king des clips vidéo dans les années 80. Bien sûr. Crevons l'abcès, mais bon, il a quand même fait Billie Jean. Voilà, bien sûr, c'est évidemment celui qui a réalisé Billie Jean de Michael Jackson en 82. 82 exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc avant Thriller, même époque que Billie. C'est Steve Barron. Voilà. Alors déjà, il a travaillé bien sûr avec Michael Jackson. Mais donc là, c'est quelques années après qu'il fait Take On Me. Moi, en fait, ce qui m'a touché, c'est que je regardais le nombre impressionnant de clips qu'il a fait. Alors, il a une époque quand même très précise, puisque la majorité des tubes sur lesquels il a collaboré, Steve Barron, c'était dans les années 80. Mais quand même, on compte Fleetwood Mac, on compte Toto. Alors Toto, moi, je suis un très grand fan, mais il a fait les clips. J'espère qu'on en parlera un moment
Africa de Rosanna quelques années avant, et ça c'est des super clips, mais il a vraiment sa patte, je trouve, qui est folle, et non simplement il a collaboré quand même avec aussi mon groupe préféré qui est Supertramp. Voilà, bon, ça c'est encore un autre sujet. Ça, j'avoue, je ne connais pas. Mais il a collaboré quasiment au même moment avec Supertramp. Et un autre clip aussi dont j'aimerais parler un moment, et je sais pas si tu connais bien, mais si c'est pas le cas, on le découvrira ensemble. Je serai honnête. C'est Money for Nothing de Dire Straits. Là, tu vois, là, il y aura des points d'interrogation. Il y aura des points d'interrogation. Comme ça, tout simplement. Écoute, mec, je serais ravi qu'on en parle un moment, mais surtout, ça va te parler parce que ce qui est bien dans Money for Nothing et qui fait un lien avec celui-là, c'est que je crois que ça a été tourné la même année. Et il y a aussi un lien entre animation et prise de vue réelle qui est très marqué, d'une manière différente. Mais là, c'est flagrant, c'est ce qui fait l'identité clé de ce clip et qui fait que on en entend encore parler aujourd'hui, c'est l'animation. Oui. Et je sais que ça touche, c'est pour ça que c'est la technique, je t'en parle. Mais c'est la fameuse technique, en fait, depuis tout à l'heure, on le dit sans le dire, mais on parle évidemment de la technique de la rotoscopie. C'est un mot... Rotoscopie, voilà, j'adore ce nom. Mais c'est quoi la rotoscopie? C'est un mot un peu méchant de la technique, mais c'est très simple, finalement. C'est une technique qui consiste à mélanger les prises de vue réelles avec de l'animation, comme une sorte de calque, en fait, et comme dans tout clip Teconomy, c'est-à-dire qu'on a filmé les acteurs, on a filmé les chanteurs, faire leur musique, tout ça, et interagir avec les comédiens. Et puis, on va par-dessus, dessiner frame par frame, image par image. Voilà, donc tout le reste du clip, c'est qui donne, en fait, Teconomy, ce qui donne beaucoup de, comme tu as dit, des clips que tu as cités. Donc, ça fait ce genre d'animation. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a j'allais dire c'est révolutionnaire dans un sens, oui, parce que c'est pas le premier, honnêtement, parce que en fait ça vient d'où? Parce que oui, c'est vrai qu'on se demande, mais depuis quand on fait la rotoscopie ou des techniques comme ça? Il a révolutionné, on va dire que c'est, quand on parle de rotoscopie, on pense souvent à Teconomy, mais en vérité ça vient plus de Commuter, de Michael Patterson et de Candace Reckinger. Donc ils ont aussi travaillé, c'est des animateurs en fait, ils ont travaillé sur aussi Teconomy en fait. L'idée vient de là, donc en fait c'est Jeff Ayruff. On verra la fin du texte, on marquera ici s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, on marquera ici. Voilà. Mais Jeff Ayruff, me semble-t-il, qui était chez la Warner Bros. Il a tout simplement soufflé l'idée de tiens, un Commuter, c'est bien ça au groupe AA, et puis ils ont fait très bien, écoute, on va appeler Michael et Candace, elle a un nom à coucher dehors, pardon. Et du coup, voilà, ils ont commencé à faire ce clip-là, mais du coup, ça a des inspirations autres que c'est de 1981, quoi. 80, donc 80. On est début années 80, et du coup moins de 4 ans plus tard, en fait, ça, tout à fait. On s'est déjà utilisé. Mais tu vois, je vais te poser une question, parce que moi, ça m'a moi, qui suis évidemment impressionné par la technique de cette rotoscopie. Je te parlais un petit peu, je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, mais c'est de la difficulté et le temps que ça doit prendre. À ton avis, combien de dessins ont dû été... Combien de dessins? Oh là là, combien de dessins pour le clip Teconomy? Combien de dessins? Allez, c'est quoi? À 100 près. À 100 près. Parce que en fait, j'imagine qu'il n'y a pas du 24 dessins par seconde, et c'est peut-être moins, mais j'en sais rien du tout. Il me semble qu'effectivement il y a un truc comme ça où c'est pas 24 images par seconde. Ouais, mais il y a quand même mais vu le nombre de secondes déjà dans lequel... Vu la durée du clip aussi. En vrai, comme j'en sais rien, je vais dire 1000, et voilà, c'est un peu au hasard. C'est quoi le vrai chiffre? Il est ici. Autant. Et donc c'est 3000. Mais non. Oui, tout simplement. 3000 dessins environ. 3000. Alors attends, quand tu dis 3000 dessins, ça veut dire qu'il y a l'ordinateur qui intervient. Est-ce que par exemple ils en font un et ensuite ils arrivent à le multiplier, ou c'est à chaque fois par la main ils en font? C'est par la main. C'est l'animation traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a 3000 fois une personne. Alors de dire, ça me fait rire de parler de ça. Il y a 3000 fois une personne qui a fait un dessin, quoi. En fait, exactement comme dans un dessin animé Disney où c'est 3000 fois, c'est toute chaque image en fait est redessinée. Il y a des calques en fait. Après ils peuvent très bien réutiliser, ça peut arriver bien sûr, mais en tout cas, il y a environ 3000 dessins pour ce... Voilà. Et tu vois, c'est pas la seule chose que je trouve très marquante. Enfin, finalement, c'est très marquant pour la technique, mais évidemment, il faut absolument le citer. Mais Teconomy, c'est aussi, ça, on va y revenir plusieurs fois dans les émissions parce que j'adore ça. C'est un pont, évidemment, encore une fois, entre le clip et le cinéma, ce qui crée le vidéoclip. Et ça nous parle. Hein. Voilà, ça nous parle. Réalisateur nous-mêmes. On a aussi parlé évidemment de Thriller, qui a été le pionnier dans ce domaine-là. Mais Teconomy, il faut le citer aussi parce que Teconomy, déjà, il a été encore une fois réalisé par Steve
Baron, qui n'est pas un inconnu de ce milieu-là. Et dans la mise en scène, c'est très cinéma ce qu'il fait. Dans l'histoire, il y a une mise en scène qui est super intéressante. Et on est sur un pont très concret, puisque on remarque que même dans le clip de Michael Jackson, il y a une sorte de l'univers méta, l'univers méta, c'est ça en fait. Michael Jackson, de passer à un monde de fiction, à la réalité. Exactement. Et puis, c'est exactement pareil. Chez Michael Jackson, il est dans une salle de cinéma, il regarde avec son popcorn, donc on connaît tous l'image, on l'a vu la dernière fois. Il regarde le cinéma. Là-dedans, c'est une invitation, c'est une main qui invite la comédienne à entrer dans l'univers du clip finalement, et on est vraiment dans une idée d'amener dans d'autres univers fictifs les viewers, on va dire, enfin les spectateurs. Et c'est vraiment les viewers, je parle vraiment comme aujourd'hui. Mais vraiment, c'est super intéressant parce que la technique de la rotoscopie n'est pas là pour rien. Ça invite justement à créer cet univers qui devient tangible au final. Et c'est l'interconnexion entre le cinéma et le clip va se faire comme ça finalement. Parce qu'on remarque que même d'ailleurs Ken Russell, donc c'est un réalisateur qui a réalisé Au-delà du réel en 81, ça utilise la fin de clip Take est exactement la même que la fin du clip Au-delà du réel. Ça voilà. Donc en fait, il y a déjà une interconnexion qui se crée déjà là. Et puis, par exemple, tu prends en 88 Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Le classique. On dit que c'est l'un des premiers à l'avoir fait, effectivement. C'est l'un des premiers à avoir mélangé du cartoon en fait avec des images en prise de vue réelle. Mais tu vois, ça fait évidemment écho avec ce qui a été fait dans le clip là. Donc il y a un dialogue en fait qui se crée dans les années 80-90 entre le cinéma et le clip, qui forme évidemment le vidéoclip. Absolument. C'est 3 ans plus tard, c'est quasiment en même temps en fait. Tout à fait. Et puis on a aussi des films qui vont carrément inviter des clips dans leurs films, comme The Mask, que tu aimes beaucoup, en 94. Je suis fan. Mais déjà, c'est un hasard, mais 94, mon année préférée de cinéma, et on a The Mask, Jim Carrey, et là, je suis d'accord. On a tous été marqués. Après, c'est vrai que il y a cet héritage. On se dit directement du dessin animé, enfin de Tex Avery en particulier, la culture pop. Mais effectivement, en termes purement de technique animée, d'arriver à mélanger comme ça du dessin animé avec des prises de vue réelles, c'est dans une continuité directe, et ça a marqué une époque. Oui, et puis d'autant que dans le film The Mask, quand Jim Carrey se met à danser avec Cameron Diaz, il y a une scène qui ressemble finalement à un clip où il y a une sorte d'univers, d'un double univers, donc très cartoon mélangé à des prises de vue réelles, où il y a de la musique, où il se met à chanter. Donc en fait, on brise quelque part le 4e mur pour te dire, voilà, c'est aussi un clip, tu vois. Quelque part, c'est ce qui entérine le concept du vidéoclip dans le cinéma, tu vois. Et j'adore. Enfin, c'est vraiment c'est le lien. J'ai l'impression que la plupart des clips dont on va parler, quand même, c'est des clips qui vont au-delà du simple fait d'illustrer une musique, et qui sont carrément des ponts vers l'audiovisuel de manière générale, mais aussi des œuvres riches dans leur technique, dans leur narration. C'est pas juste illustrer la musique. Est-ce que Take On Me serait devenu le symbole, on dit la même question qu'avec Thriller, mais est-ce qu'elle serait le symbole qu'il est maintenant, si on n'a pas un clip comme ça qui est sorti et qui a fait connaître la musique dans le monde entier. On l'a même pas dit, mais quand même, c'est un groupe norvégien qui était un groupe, j'allais dire, avant Take On Me, un groupe qui venait de naître de synth-pop, new wave, comme il y en avait d'autres. Et qui et maintenant beaucoup de gens connaissent avec cette musique, donc le clip a joué là-dedans quand même. Là tu le dis sans le dire, mais l'héritage évidemment, faut qu'on en parle aussi de qu'est-ce qui se passe. C'est fascinant. Bien sûr. Là, l'héritage de Take On Me, comme j'ai expliqué, c'est aussi ça se passe au cinéma, mais ça se passe aussi dans, si tu veux, de la culture générale quasiment, parce que dans la culture populaire, il y a par exemple dans les jeux vidéo comme Just Cause 4 pour les geeks qui nous regardent, il y a vraiment un Easter egg, donc neuf de Pâques en français, mais en gros c'est une sorte de référence cachée, tu vois, voilà. Et donc il y a vraiment un moment où on peut littéralement aller dans une faille du jeu, dans l'univers de Take On Me. Dans Family Guy, le dessin animé américain, il y a un moment donné, il y a une blague dessus. Donc en fait, c'est devenu un élément, un contexte en fait populaire sur lequel c'est devenu presque un gag visuel, quelque chose qu'on reconnaît. La pop culture. Instantanément, c'est la pop culture, tu vois. Et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, et je rebondis là-dessus. Tu l'as dit au tout début de l'émission, mais effectivement en 2020, le clip a refait parler de lui, puisque je trouve que il a dépassé le milliard de vues. Le milliard. Et pour moi, ça en dit long. En fait, on en parle en 2020 pour parler du clip, pas forcément de la chanson, mais du clip. Et ça en dit long sur ce que ça a donné, quelle était là, finalement la promesse de ce clip-là pour notre génération.
à l'heure où évidemment aujourd'hui quelque chose nous menace, l'IA bien sûr, tu vois. Nous menace, mais en tout cas qui change drastiquement notre rapport au monde, à la technologie, même à l'art, et qui nous pose des questions. Et pour moi c'est ça en fait l'héritage fondamental de Take On Me en fait. Avant même de savoir avant de savoir ça, et ce qu'ils savaient pas à l'époque bien sûr, mais aujourd'hui en fait on peut faire vraiment une sorte de parallèle entre des prompts qui génèrent des choses absolument immondes et puis un clip en fait qui a été fait avec 3000 feuilles de dessin, tu vois, qui a pris du temps, des mois et des mois, qui a fait de la rotoscopie du coup. C'est terrible. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un hommage en fait à l'âme humaine, à ce que fait un artiste et pourquoi on le fait. Tu vois, pour moi, je pense que ce qui est important dans ce genre de clip-là, et le vrai héritage que ça a donné, c'est l'importance liée à l'image et la technique. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour en parler, parce que c'est important, et je pense qu'aujourd'hui il y a une importance qui est fondamentale, qui est donnée justement aujourd'hui, bien plus qu'avant, parce qu'à l'heure où l'IA peut faire n'importe quoi en quelques secondes avec l'aide d'un prompt, tu vois, en claquant des doigts, en fait maintenant quand on regarde un film, tu vois, par exemple je te prends Arcane qui est sorti en 2021 sur Netflix, je prends Into the Spider-Verse en 2018, et vraiment les gens se sont attardés et ont félicité plus qu'avant la technique, ils se sont dit mais c'est magnifique comme univers, on veut ça se questionne. Je fais juste un aparté rapide, mais c'est drôle vu qu'on a une nouvelle émission qui va certainement sortir bientôt sur la chaîne principale, où justement qui s'appelle Ciné Débat, et notre question c'est autour de l'IA, donc voilà, sans s'étendre sur cette question-là de l'IA, parce que là on parle de Take On Me, mais c'est vrai que ça invite à ces réflections, tout à fait. Et voilà, et comme tu es présent sur l'émission, je me permets de faire l'aparté pour pas trop qu'on s'étende là-dessus, mais de dire que les gens qui nous écouteraient, nous regardent, n'hésitent pas à regarder ça si ça les intéresse. Tout à fait. Mais en tout cas, oui, c'est devenu un point incontournable de la pop culture, Take On Me. 1 milliard de vues sur YouTube, c'est pas anodin. Surtout quand ça arrive, comme la plupart beaucoup de clips de Michael Jackson à des dizaines d'années plus tard, c'est que forcément il y a quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif. Mais je sais pas si tu connais l'artiste Mickey. Non, voilà. dis-moi Mickey, mais c'est une artiste, une chanteuse qui est assez populaire auprès des jeunes, c'est pour ça que tu connais pas, désolé. Mais t'as qu'à dire que je suis vieux, t'inquiète. Non mais et voilà, et elle a collaboré très récemment. Quand je te dis très récemment, c'est pendant qu'on préparait l'émission. Elle a collaboré avec l'artiste Émilie Tronche, qui est responsable de la série Samuel de Netflix. Enfin, qui est sur Netflix maintenant, du coup. Mais Samuel, ça a cartonné. En fait, Samuel, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est ici, voilà, tout simplement. Je le mets ici. Très bien, tu fais bien de le mettre ici. Mais du coup, voilà, c'est une série en animation et qui utilise parfois la rotoscopie, parce que parfois, Émilie, comme beaucoup d'animateurs en vérité, utilise son corps pour pouvoir animer ses personnages, même si ces personnages ne sont pas très réalistes. À la différence de Take On Me, mais en fait voilà, ça dit quelque chose de long en fait, de cette collaboration entre le clip et une série. Et vraiment dans les commentaires, tu vas voir les gens dans les commentaires, ils félicitent, comme je te dis tout à l'heure en fait, ils félicitent le fait que ce soit une animation qui pourtant l'animation n'est pas, comment dire, c'est un peu c'est un trait qui est assez irrégulier, il y a une volonté de faire un peu écolier quoi. C'est un peu le thème, c'est la jeunesse, donc forcément il y a quelque chose qui est beaucoup moins travaillé entre guillemets que Take On Me. La dernière sortie Disney qui tout à fait, mais en fait le travail d'animation, ce que ça a demandé et l'intérêt que ça suscite, voilà, c'est bon. Ils se sont dit, vraiment, c'est un clip exceptionnel. Pour toi, c'est se reconnecter aussi à l'humain. C'est reconnecter à l'humain et connecter du coup à ce légendaire clip Take On Me, pour moi, qui a initié sans le vouloir, en fait, un combat contre l'IA avant l'heure. Oui. Là, je pose mais en fait, tu pourrais presque, parce qu'effectivement, il y a un côté. Je m'attendais pas à ce que tu développes à tel point ce côté-là, mais je trouve que c'est une belle manière de l'aborder, justement. Tout à fait. De se poser ces questions. Et je suis tellement ravi que pour la deuxième émission, on ait parlé de Take On Me. Ah bah oui, bien sûr, c'est un clip. C'est un régal. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission d'un jour un clip sur la chaîne de Radio Ciné. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à bientôt. Ciao.